On va aussi peut-être écouter d'autres tout à l'heure. Eh bien, Batwa Congo, c'est-à-dire peuple du Congo, ça c'est Rochero qui chante avec Mujos, et dans l'orchestre African Fiesta. L'African Fiesta est issu de l'African Jazz, donc de Grand Calais. Lorsque l'African Jazz est arrivé en Belgique en 1960 pour la conférence de la table ronde, dans l'esprit des Belges, c'était quoi? Bon, les musiciens congolais seront là pour amuser les gens. Non, les musiciens ont dit non, on n'est pas là pour amuser les gens. En tant que Congolais, nous sommes partie prenante de la table ronde. Et en tant que musiciens, nous sommes représentatifs de tous les artistes congolais. Parce que les processus de l'indépendance du Congo, la dimension culturelle est énorme. Tout à l'heure, on a cité les MNC, le parti fondé par Patrice Lumumba, on y reviendra. Mais les trois grands partis politiques du Congo qui ont formé l'ossature de la majorité parlementaire en 1960, à savoir le MNC, l'ABACO et le PESA, Parti solidaire africain, les Kabitatou, Kisenga, Cleofas, oui, c'est bien, le président Cleofas, Kabitatou, Massamba, Kisenga et tant d'autres, Kisenga qui était Premier ministre de Kabila, Antoine, et d'autres. Eh bien, ces trois partis politiques sont issus, au départ, ce sont des regroupements d'intellectuels. Le MNC est issu du groupe de conscience africaine, groupe d'intellectuels créé par l'abbé Maloula. L'ABACO, qui sera un grand parti politique, est issu aussi d'une association culturelle créée par Desalandou, ancien séminariste. C'est toujours bon à savoir. Et le PESA de Kabitat était composé essentiellement des anciens petits séminaristes de Kinzan. Et donc, puisqu'on a aussi parlé des mouvements de résistance, c'est qu'en dépit de la violence coloniale, culturellement parlant, la colonisation n'a pas su éradiquer la profondeur des cultures congolaises. Au point que ceux qui ont été scolarisés ont fait du savoir occidental des instruments culturels pour justement analyser la société congolaise, analyser les différentes contradictions coloniales. C'est comme ça que petit à petit, en cénacle d'intellectuels qui se sont constitués, ces grandes associations se sont muées en partis politiques. Pour revenir au cas du MNC, on dit souvent Lumumba a créé le MNC en 1958. C'est oui et non, parce que lorsqu'en 1956, le groupe de conscience africaine publie le manifeste de conscience africaine, le concept du mouvement national congolais est présent dans le manifeste de groupe de conscience africaine. Le manifeste dit il est temps que les Congolais se regroupent au sein d'un grand mouvement national congolais pour aller vers l'indépendance. Et pendant 2 ans, aussi bien Joseph Iléo que Thomas Kanza, premier Congolais laïque diplômé d'université, puisqu'il y a eu d'autres Congolais diplômés d'université, mais des ecclésiastiques, Thomas Kanza et Papa Iléo vont conceptualiser cette notion de mouvement national congolais. Et la plupart de ceux qui seront présents au mois d'octobre lorsque se crée le MNC sont des anciens du groupe de conscience africaine. Quant à l'ABACO, au départ, association culturelle, mais c'est avec l'élection de Kassafoubou au sein de l'ABACO, à la tête de l'ABACO, que l'ABACO s'est mu en parti politique, notamment à l'occasion des élections de 1957, élections municipales. Et là, donc, je rejoins ce que disait tout à l'heure ma voisine, c'est que en 1947, il y a déjà, ici en France, au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, des députés africains. Et les Congolais, nous avons dû attendre plus de 10 ans pour élire des mandataires communaux qui n'avaient pas de pouvoir. 10 ans de différence. C'est toujours bon à savoir. Alors, maintenant, de tout ce qui a été dit, il faudra préciser 2 ou 3 choses. D'abord, on commence par le roi Léopold II. D'abord, le procès Mbokolo. Vous savez, le procès Mbokolo, en Belgique, les Belges, il y a un mélange de sentiments à son égard. On les craint, tout simplement. Et dans certains milieux, on les déteste. Pour une raison simple. Il est congolais, mais intellectuellement parlant, il n'est pas de l'école belge. Parce qu'il a fait une grande partie de son lycée ici en France. Et puis, il est diplômé de l'école normale supérieure. Alors, les Belges l'attaquent, mais jamais de front. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le contredire. Alors, on les salit à gauche et à droite. Bon. Mais, comme il est solide, évidemment, il ne tient pas compte de ça.
Je l'ai dit parce que tout à l'heure, le film que nous avons vu, ça a été fait entre autres à l'époque où un Américain, Adam O'Keel, avait publié un livre, Les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié. Il ne parle pas des génocides, mais il parle holocauste oublié. Bon. J'ai eu l'occasion de débattre avec lui sur France Culture et j'ai fait une note de lecture de son ouvrage. Alors, ça a suscité un émoi en Belgique jusqu'au niveau du Palais Royal. Le roi Albert II est venu jusqu'au musée des Tervuren discuter avec les chercheurs là-bas. Bon, mais comme il y a toujours dans ces milieux scientifiques des gens très honnêtes, le musée des Tervuren a pris soin pour accueillir le roi Albert II de déléguer comme porte-parole une dame qui n'est autre que la fille du dernier gouverneur général du Congo belge, M. Cornelis, donc qui était là le 4 janvier 1959 au moment de la répression. Évidemment, la dame lui a dit, écoutez, Sa Majesté, c'est de notre propre faute si les autres se sont emparés de l'étude, de l'enseignement de la question coloniale. C'est difficile scientifiquement de remettre en cause. Et ce que dit M. Adam O'Keel et ce que est le film de Peter Beit. Bon, en Belgique, dans certains milieux, il y a eu pas mal de débats. Alors, deuxième chose par rapport à Léopold II. Effectivement, jusqu'à ce jour, les juristes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le statut juridique de l'État indépendant du Congo. C'est quasiment une situation inédite dans l'histoire coloniale où un pays, 80 fois plus grand que la Belgique, 5 fois plus grand que l'Hexagone, était la propriété privée d'un individu. Il a d'ailleurs fallu que le Parlement belge l'autorise à devenir roi souverain du Congo. Lorsque le Congo, après les soulèvements populaires du 4 janvier 1959, les Belges ne sont pas d'accord entre eux sur la suite à donner aux événements. Le gouvernement fait une déclaration alambiquée, mais le roi Baudouin devance la déclaration gouvernementale. Et qu'est-ce qu'il dit entre autres? Le but de notre présence sur le continent noir a été défini par Léopold II. Ouvrir à la civilisation européenne ces pays attardés, appeler leur population à l'émancipation, à la liberté et au progrès, après les avoir arrachés à l'esclavage, aux maladies et à la misère. Ça, c'est une déclaration de 1959. Alors, donc, c'est comme si l'entreprise coloniale de Léopold II était une entreprise de bienfaisance. Bon. Sauf que, l'histoire étant têtue, on a évoqué Stanley. En fait, Stanley, au début, après ses voyages au Congo, a demandé à la Grande-Bretagne de prendre le Congo. La Grande-Bretagne a refusé et Léopold II s'est emparé de cette occasion. Mais avant même la rencontre avec Stanley, l'explorateur, journaliste, je préfère dire journaliste. Avant même cette rencontre entre Léopold II et Stanley, Léopold II réunit au Palais Royal, à Bruxelles, le 25 novembre 1878, il réunit des hommes d'affaires, des grands banquiers, français, allemands, hollandais, belges, notamment Bruckmann, Bischofsheim et Goffin, des gens qui vont vraiment s'enrichir au Congo. Et de cette rencontre va naître le Comité d'études du Haut-Congo, dont le capital est fixé à 1 million de francs, représenté par des parts nominatives de 500 francs. Mais il est demandé, il est même exigé de ceux qui participent à cette réunion de ne rien dire. Si bien qu'à la conférence de Berlin, le fameux congrès de Berlin, le Congo n'est pas là, mais le roi Léopold II a toute vraiment des gens très influents qui font du lobbying, comme on dirait aujourd'hui. Bon. On lui reconnaît les titres de propriété au Congo. Bon. Maintenant, quand on dit à la fin, il a cédé le Congo à la Belgique. Bon. Là aussi, il faut souligner les choses. Pourquoi? D'abord, il a déjà été fait mention de campagnes menées, notamment en Angleterre, et surtout aux États-Unis, par des pasteurs protestants, notamment
l'un d'eux qui est resté célèbre, presbytérien, William Shepard. Il était très apprécié par les habitants de la région du Kasaï, puisqu'il parlait la langue des habitants du Kasaï, notamment les Kuba. Et lui et d'autres vont mener une campagne aux États-Unis. Ils vont même s'adresser directement au président américain à l'époque, M. Harrison, parce que les États-Unis c'était le premier gouvernement à reconnaître l'État indépendant du Congo. Les pasteurs lui disent, voilà, puisque vous avez reconnu cet État, donc il vous appartient maintenant de connaître la vérité de ce qui se passe dans cet État. Mais Léopold II avait tellement des gens à sa dévotion, parmi les journalistes, il était immunisé, comme on dit, contre les critiques. C'est tout simplement à partir du moment où, dans son propre pays, les gens ont commencé aussi à protester, qu'il a enfin accepté la constitution d'une commission d'enquête internationale. Ça, il faut le dire parce qu'il n'a pas cédé le Congo comme ça. C'est en 1904, finalement, qu'il accepte une commission d'enquête qui était présidée par M. Janssens, qui était avocat général à la Cour de cassation de Belgique, le baron Jacques Nisco, qui était l'ancien président du tribunal de Boma, M. Deschumacher, qui était un conseiller d'État suisse, et ils vont donc sillonner le Congo du 5 octobre 1904 jusqu'au 21 février 1905. Ils vont alors publier un rapport accablant, très 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 accablant. Et sur le plan interne, il faut citer, parmi ceux qui mènent une campagne pour dénoncer les violences au Congo, un prêtre, père jésuite, père Arthur de Vermersch, et un professeur d'université, l'Université libre de Bruxelles, M. Félicien Cassier. Il faut souligner déjà, on a là les clivages qui structurent la société belge. Donc d'un côté, un libre penseur, Félicien Cassier, de l'autre côté, un catholique. Ça fait d'ailleurs un scandale en Belgique, puisqu'à l'époque, les missionnaires, l'Église catholique belge est derrière le roi Léopold II. Il a exigé du Vatican un concordat qui lui donne le droit de n'envoyer au Congo que des missionnaires catholiques, mais belges. Il y avait des Français, petit à petit, Léopold II va s'arranger pour les écarter du Congo belge, justement pour qu'ils ne soient pas témoins des violences qui y sévissent. À partir du moment où deux personnalités qui représentent les deux courants d'opinion en Belgique s'allient pour dénoncer les violences coloniales, Léopold II est obligé d'accepter finalement de se débarrasser du Congo. Mais il va se débarrasser du Congo en posant beaucoup de conditions. D'abord, il dit qu'il est prêt à céder le Congo à la Belgique si la Belgique reconnaît la fameuse fondation de la couronne, de telle sorte qu'il puisse garder l'administration et l'exploitation des régions étendues dont la surface équivaut pratiquement 10% de la Belgique. Donc, sur cette portion des terres, notamment là où sont exploités les caoutchoucs, les ivoires, ils lui ont fait sa fortune, il veut absolument que cette portion du territoire congolais soit considérée comme domaine de la couronne. Mais la justice belge va déclarer nul et non avenu les décrets qu'il a signés. Mais, il faut lui verser des compensations. Il exige qu'on lui verse des compensations. Ce qui évidemment contredit l'assertion selon laquelle c'était par philanthropie qu'il avait qui s'est lancé dans cette aventure. Je dirais tout simplement que selon un historien belge, M. Jules Marchal, en 1996, il estimait avec beaucoup de prudence que de son vivant, le roi Léopold a retiré du Congo une fortune évaluée à 220 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire en 1996 l'équivalent des 6 milliards de francs français. Bon. C'est-à-dire à peu près 500 millions d'euros. Mais ça, c'est qui est connu. Bon. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas connues, par exemple la construction du palais de justice de Bruxelles, l'embellissement de l'avenue Louise, c'est un peu le Champs-Élysées de Bruxelles, et l'embellissement du château. Et même ici, en France, il avait un grand château, pas tellement loin d'ailleurs du Cap Martin, où Mobutu aussi avait un immense château. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est pour Léopold II.
Maintenant, avec les deuxièmes mouvements, puisqu'on a beaucoup parlé de Patrice Lumumba, notamment son discours, bon, il faut tout de même rectifier, Lumumba n'était pas marxiste, il n'était pas révolutionnaire. S'il était, je ne pense pas qu'il aurait commis des erreurs qui l'ont finalement coûté cher. Lorsque, en 1960, les invités affluent au Congo pour la fête du 30 juin, Lumumba s'oppose à ce que la délégation du Parti communiste belge arrive au Congo. Ils s'opposent. Ils sont bloqués à Brazzaville. Deuxièmement, qui pouvait introduire des ouvrages de Karl Marx au Congo? C'était interdit. Tout simplement parce que le système d'enseignement étant exclusivement aux mains des missionnaires catholiques, il était impensable qu'ils puissent introduire de la littérature marxiste au Congo. Et troisièmement aussi, Lumumba lui-même, en 1956, lorsque le groupe de conscience africaine et l'ABACO publie leur manifeste, où est Lumumba? C'est un inconnu au bataillon de ceux qui sont engagés dans le processus d'émancipation. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Il emprunte ce titre-là à un Belge, Delcommune. Delcommune avait écrit, déjà dans les années 20, « Le Congo belge est-il menacé ?» Delcommune raisonnait en termes capitalistiques. C'est un des Belges qui se sont le plus enrichis au Congo. On raconte même que c'est les premiers Belges qui sont arrivés au Congo, puisqu'au début, quand Stanley y va, il n'y a pas encore de Belges. Hein. Delcommune est un des tout premiers. Il est un des tout premiers à diriger une des premières sociétés que Léopold II va créer pour exploiter le Congo. Et quand il réfléchit en 1920, le Congo est-il menacé? C'est par rapport d'abord à la perfide Albion, il faut utiliser ces termes, c'est-à-dire que les Belges craignent que les Anglais puissent leur ravir le Congo. Dans la mesure où, pendant la Première Guerre mondiale, c'est à Londres que a été installé le trésor congolais, en 1914-18. Et deuxièmement, les Anglais se rendent compte que, oui, Léopold II a cédé le Congo à la Belgique, mais est-ce que les Belges ont-ils les capacités de coloniser? Les Anglais, les Britanniques se posent cette question. Et évidemment, les Belges sont très inquiets, d'autant plus que la campagne contre Léopold II a commencé en Grande-Bretagne. Hein. Edmond Morel, un diplomate britannique qui était là. Donc, lui, et deuxièmement, sur le plan interne, il y a des mouvements de contestation, notamment c'est le moment où Simon Kimbangu, les mouvements kimbanguistes commencent à s'éveiller. Vous pouvez nous parler un petit peu du personnage de Kimbangu, rapidement? Oui, rapidement. Deuxièmement aussi, c'est au même moment où en Belgique, il y a un intellectuel congolais qui commence à s'exprimer, Paul Panda Farnana. Donc les Belges se sentent menacés. En revanche, Lumumba, lui, quand il écrit son livre, c'est en évoluer, comme on disait, mais qui se sent frustré parce que les différents avantages que le Belge concède, carte de mérite civique, immatriculation, ne conduisent à rien. Ce sont on commence à se désillusionner. D'autant qu'il a écrit en prison, je crois, ce livre. Non, pas en prison. Pas celui-là. Bon, à ceci près que le livre n'est pas édité. C'est-à-dire que le Belge se dit, non, mais qui est ce monsieur? Il n'a pas suivi un parcours classique de Kasavubu, petit séminaire, grand séminaire, ou d'autres qui ont été des clercs, comme on disait, des Kanaka. C'est difficile de les contrôler. D'autant plus que dans son livre, Simon Lumumba réclame, il dit, voilà, puisque nous sommes une communauté, hein, à ce moment-là, on veut créer une communauté belgo-congolaise, il faut aussi égalité entre nous. On dit, non, il est dangereux celui-là. C'est comme ça qu'en 58, 2 ans après, on les laisse partir à Accra, à la conférence d'Accra, parce qu'on s'est dit, d'abord, il ne parle pas bien français, donc il ne connaît pas l'anglais, il ne fera rien là-bas, il va frimer. En revanche, Kasavubu a fait des études de philosophie. Et puis, il a une base sociale, puisque la BAPO a gagné les élections. La large majorité. Tous les maires, à une ou deux exceptions près, de la ville de Kinshasa, sont issus de la BAPO. Et si Kasavubu s'en va à Accra, il va rencontrer d'autres intellectuels. Ça risque d'être dangereux pour nous.
Donc, il n'y va pas. On ne peut pas les laisser partir. Donc, et enfin, le fameux discours. On reviendra sur Kilbao. Le fameux discours. Souvent, il y a même des Congolais qui disent oui, c'est Lumumba qui est la source de tous nos malheurs. Il ne fallait pas qu'il prononce ces discours-là. Il fallait faire comme Mandela. D'abord, Mandela est venu après Lumumba. Ça, c'est un. Et certainement que Mandela a tiré les leçons de ce qui est arrivé à Lumumba. Mais toujours est-il que la commission d'enquête parlementaire en Belgique a clairement démontré qu'il n'était pas, j'allais dire, un client de Moscou. Ça n'a pas été mis en évidence. Deux, qu'il n'était pas communiste, qu'il n'était pas du tout marxiste. Et surtout que les Belges ont dépensé plus de 50 millions uniquement dans cette opération pour assassiner Lumumba. Là, j'ai apporté deux ouvrages sur la commission. Il y a aussi l'ouvrage de Colette Brackman et puis les rapports évidemment. Mais ici, voilà, ce livre même intitulé Baudouin sans auréole. C'est pour dire à quel point le palais royal, c'est-à-dire le roi, était impliqué dans cette tragédie de Lumumba. Et puis ici, les débats de Lumumba, c'est M. Philippe Raxon, professeur d'université, qui était membre, un expert dans la commission d'enquête. Bon, voilà. Et puis, deuxièmement, il faut toujours aussi préciser que, avant que Lumumba... on met l'accent sur le discours de Lumumba, on oublie que le roi aussi a parlé. Ah oui. Un discours tout à fait inacceptable. Ce sont les Belges qui ont des CRISP, les centres de recherche et d'information sociopolitique, avant les discours, quand ils ont eu copie du discours, ils ont fait savoir au cabinet du roi, faites attention, un tel discours, le jour où un pays accède à l'indépendance, c'est inadmissible. Ils n'ont pas été entendus. Je précise d'ailleurs que les CRISP, c'est un centre de recherche qui a fait la réputation de la Belgique sur le plan universitaire, était considéré par la sûreté belge comme étant un nid de communistes, parce que c'était des progressistes. Et puis des gens qui étaient attentifs, respectueux des Congolais en tant qu'acteurs de l'histoire. Dernier élément, toujours sur ces discours, quand Lumumba dit, il fait part de toutes les injustices. Vous avez tout à l'heure fait allusion au discours de ce journaliste-là, M. Dumont, en 1955. Ce n'est pas un hasard s'il prononce ses discours ici à Paris au mois de juillet 1955. C'est qu'au mois de mai, le roi Baudouin a fait un voyage triomphal au Congo. Vous savez dans quelles conditions le roi Baudouin est monté sur le trône? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, son papa, le roi Léopold III, a été parti en exil, enfin contraint à l'exil, compte tenu des attitudes qu'il a eues pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, il ne voulait pas que le Congo belge s'engage aux côtés des Alliés. Le gouverneur Pierre Ekmans a engagé le Congo belge dans la Deuxième Guerre mondiale aux côtés des Alliés contre l'avis du roi Léopold III, alors qu'ils étaient des amis personnels. Le Ekmans a dit, écoutez, je m'en remets, je fais mon devoir. S'il trouve que je ne fais pas mon devoir, il n'aura qu'à me juger. Mais d'abord la combativité, la vaillance militaire des soldats congolais, l'ardeur du peuple congolais au travail, a fait que cette décision de Pierre Ekmans, sur le plan historique, a maintenant un sens significatif parce que c'est grâce aux victoires militaires de la force publique, des soldats congolais, que finalement la Belgique a siégé à la table des vainqueurs, puisqu'elle était écrasée. Je rappelle d'ailleurs qu'à la fin de la guerre, les Belges ont estimé qu'ils nous devaient au moins 5 milliards de francs belges de l'époque. Il n'y a aucun équivalent pour une autre colonie où la métropole dit nous devons autant à la colonie compte tenu des efforts de guerre. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, deuxièmement, les répressions, puisqu'on en a parlé, Lumumba en a parlé. En 1941, en pleine Deuxième Guerre mondiale, pendant que les soldats congolais se battent en Éthiopie, ça c'est la première victoire des Alliés en 1941, quand nous avons écrasé l'armée italienne en Éthiopie. Partout, toutes les armées de l'Europe ici sont écrasées. Je rappelle d'ailleurs qu'après notre victoire en Éthiopie, à l'époque on disait à Bissini, les troupes congolaises ont été déployées en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, pour combattre les colonies françaises qui sont restées fidèles à Vichy. Après, à Boisson. Après que le général de Gaulle eut essuyé les mitraillages devant Dakar. Donc, nous n'étions pas une colonie française, mais on a été déployés en Afrique de l'Ouest pour combattre les colonies françaises restées fidèles à Vichy.
Non. Mais pendant que nous nous battons à l'étranger, à l'Union